Eh bien, bonsoir Thierry, Thierry Roth, voilà. Bonsoir Franck. Comme vous l'avez entendu, c'est enregistré. Nous sommes entretenus hors caméra, si je puis dire, hors enregistrement, pour cet entretien, pour préparer cet entretien de 31 minutes, autour d'un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions RS, voilà, dans une collection très particulière. C'est un ouvrage obligatoirement de psychanalyse. Quand je dis obligatoirement, c'est que vous auriez pu écrire un ouvrage qui ne soit pas de psychanalyse, mais Thierry Roth, vous êtes psychanalyste, vous êtes psychologue, vous êtes aussi psychothérapeute. Il me semble important quand même de dire que vous êtes membre d'une école, d'une association, l'association Lacanienne Internationale. Vous en avez été également le président, donc vous êtes maintenant un ancien président de cette école, toujours d'actualité, et vous êtes aussi membre de la Fondation européenne pour la psychanalyse. Ça, grosso modo, c'est les éléments pour vous présenter qui sont très réducteurs, mais surtout ce qu'on entend, et c'est important par rapport à cette invitation autour de cet ouvrage, c'est que vous êtes un praticien, vous êtes un psychanalyste, vous êtes installé à Paris, et comme vous l'écrivez, comme vous nous le dites à la fin du livre, alors on peut même aller directement à la dernière phrase qui va nous permettre de poser les éléments. Vous nous dites, et puis je vous invite parce que j'ai aussi l'engagement de travailler, d'essayer d'avoir une pratique de psychanalyste en cabinet libéral. Vous avez exercé aussi, c'est important de le dire également, dans des institutions, voilà, dans plusieurs CMPP, dans différentes institutions, aussi sur la question des addictions. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, le livre que vous publiez, il a pour titre effectivement les névroses de récusation. Donc c'est un concept que vous mettez à l'épreuve de vos lecteurs et à l'épreuve aussi également, je dirais, de nos collègues qui ont affaire avec des nouvelles pratiques que vous évoquez dans votre livre. Je recherche la fin. La fin, vous nous dites à peu près de mémoire, mot pour mot, ce sont nos patients, qui nous convoquent. C'est-à-dire que nous sommes convoqués par notre clinique même à réfléchir au-delà de tout psychanalyse qui réinvente la psychanalyse. Nous sommes amenés dans le monde contemporain, et vous allez nous en dire quelques éléments, à repenser cette clinique. C'est comme ça que l'ouvrage se pense, c'est comme ça qu'il nous invite, par-delà même, je dirais, l'aspect théorique. Oui, c'est-à-dire que la psychanalyse, c'est toujours une articulation, on peut dire entre la clinique et la théorie. Et donc, à la fois, c'est la clinique qui nous pousse, d'une certaine manière, à théoriser. Et si la clinique nous pousse à théoriser, la théorie doit répondre au changement clinique. C'est-à-dire que il y a deux écueils que j'ai déjà rencontrés dans la psychanalyse. Il y a l'écueil de ceux qui pensent que les concepts, c'est pas si important, que l'important c'est d'avoir une écoute sensible, voire sensitive. Et donc, euh, ce sont des types, j'ai envie de dire, de structures psychiques presque d'analystes qui estiment notamment que Lacan c'est compliqué, que finalement l'important c'est de savoir écouter. C'est pas faux, hein, mais ça me semble pas suffisant. L'autre écueil, c'est l'écueil qui est euh, le discours d'autres analystes radicalement différents, pour qui l'important c'est de manier les concepts, les dessins, pourquoi pas, etc. Et que la clinique finalement, bon, ça serait secondaire et donc leurs interventions sont purement théoriques. Et donc il y a des gens avec qui, quand on les écoute, on entend mal où est la clinique, même si je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Non, chez Lacan, par exemple, elle transparaît malgré tout, même si il ne parle pas de cas cliniques. Et chez d'autres, c'est toujours très clinique, mais on a vraiment l'impression que on ne sait plus trop ce qui les différencie en tant qu'analyste d'autres types de praticiens. Juste ce petit détour pour répondre à votre question, c'est vrai que je fais un peu un détour, mais c'est-à-dire que effectivement, c'est la clinique et ce qui m'a semblé être des changements cliniques depuis un peu plus de 25 ans que j'exerce, et je dirais encore plus en parlant avec des analystes plus âgés que moi, qui ont une expérience de 50 ans, voire plus. Donc, c'est les changements cliniques qui m'ont interpellé en premier. Et j'ai cherché
la théorie freudienne, lacanienne, qu'est-ce qui pouvait permettre d'y répondre. Donc, c'est pas un bouquin de théorie, mais c'est un bouquin qui propose une théorie, et c'est avant tout un bouquin clinique, mais c'est pas simplement une récit de cas. C'est l'essai de répondre avec la théorie lacanienne et avec ce concept de récusation qui n'est pas chez Lacan et qui est quelque chose qui avait été proposé notamment dans un premier temps par Marcel Charmack à Lali, puis repris par Charlemagne et par d'autres, et que j'ai essayé de développer davantage, car il m'a semblé répondre, on va y venir, je suppose, il m'a semblé répondre à un type de rapport à la métaphore paternelle au nom du père, qui n'était ni celui des névrosés traditionnels, ni celui des psychotiques, et qui permettait de comprendre un peu, en tout cas d'entendre un peu mieux un certain type de patient. Et effectivement, euh, je rappelle un peu au début du livre en quoi euh, clinique individuelle et collective sont liées, et que donc forcément les changements collectifs, le néolibéralisme, l'évolution des mœurs, les progrès technologiques, les progrès médicaux, que tout ça forcément a des conséquences sur la manière dont les gens sont éduqués, dont les gens se lient avec les autres, et donc sur les constructions psychiques des jeunes, de ceux qui sont d'emblée arrivés dans ce monde-là. Donc là encore, évidemment, chaque inconscient est toujours singulier, donc c'est du pur singulier, c'est du cas par cas, la psychanalyse. Donc il ne s'agit pas d'être sociologue, mais tout en étant clinicien, il s'agit de noter que la clinique, évidemment, est perméable aux évolutions sociales. Freud disait déjà, euh, dans l'un de ses textes célèbres, que la psychologie individuelle est d'emblée une psychologie collective. Le terme là qu'il employait était psychologie. Et Lacan a pu dire l'inconscience et la politique, voire l'inconscience et le social, qui est repris souvent, même si personne n'a trouvé l'endroit où c'était écrit chez Lacan. Mais enfin, ça transparaît. Et même quand on dit que l'inconscient, ou que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, ou que l'inconscient est un effet du discours de l'autre avec un grand A, l'autre avec un grand A, forcément, en fonction du discours social, sociétal, il va changer. On ne refoule pas les mêmes choses selon les époques et même selon les contrées, en Occident, en Orient. Bon. Donc, une fois qu'on a noté que les changements énormes depuis 50, 60 ans dans le social, et qu'il ne s'agit pas ni de regretter ni de louer. J'en ai strictement rien à fiche dans le cadre de ce bouquin. Hein, on a accusé parfois certains d'être nostalgiques de la névrose patriarcale, d'autres au contraire de vouloir poncer tête baissée dans je ne sais quel progressisme sans limite. C'est pas ma question. Je suis pas politique et je suis pas sociologue. Je constate que ces changements, qui se manifestent dans les mœurs également, l'égalitarisme, le ravalement de la jouissance sexuelle au sein des jouissances objectales, etc., que ça a des conséquences sur la clinique et que j'ai essayé, à travers ce concept de récusation que je travaille depuis quand même presque 15 ans maintenant, parce qu'il m'a semblé permettre justement de sortir d'une dichotomie lacanienne. C'est en gros, après je vous laisse peut-être rebondir, mais en gros, les Freudiens s'en sont sortis à leur façon assez bien avec le terme d'état limite. Mais évidemment, c'est un terme un peu fourre-tout, hein, c'est limite entre névrose et psychose. C'est pas tout à fait une névrose, mais c'est pas non plus une psychose. Donc on dit c'est un cas limite. Bon, certains lacaniens ont repris le terme, mais ils ont eu du mal à le reprendre. Lacan lui-même l'a repris une fois, hein. Il parle de l'homme au loup comme d'un cas borderline, même si dans l'édition du Seuil, Jacques-Alain Miller a retiré cette phrase, mais enfin, elle était dans la sténotypie. Ben voilà, Lacan n'en a pas fait un concept, ça c'est clair. Euh, et pour les lacaniens, forcément, dès lors que dans la névrose, le nom du père est symbolisé et dans la psychose, il est fort clos, l'état limite paraissait évidemment complexe à conceptualiser d'un point de vue lacanien. Donc on remettait ça sur une forme de névrose un peu plus moderne, voire, comme beaucoup de gens à l'école de la cause freudienne, sur le terme de psychose ordinaire, c'est-à-dire, si c'est pas oedipien, ça doit être de la psychose, comme c'est pas la psychose que tout le monde connaît, que c'est pas délirant, que c'est pas, qu'il n'y a pas d'hallucination, etc. Alors ils ont appelé ça psychose ordinaire, ce qui est devenu un autre fourre-tout comme état limite d'ailleurs, puisque finalement, dès qu'on savait pas
dès qu'on ne repérait pas, enfin, dès que eux, en tout cas, chez Malval ou Miller, mais qui ont leur. Enfin, je veux dire, c'est argumenté, hein, je trouve que c'est critiquable, mais c'est argumenté leur thèse, hein. Mais tout ce qui n'est pas oedipien et ce qui n'est pas euh, caractéristique d'une psychose telle qu'on l'a toujours connue, on va dire, en psychiatrie et en psychanalyse, ils ont appelé ça psychose ordinaire en imaginant, j'ai envie de dire en imaginant, c'est un peu peut-être un peu sévère, mais en imaginant, en estimant que le nom du père devait être fort clos, même si les manifestations n'étaient pas des manifestations habituelles. Et j'ai essayé, grâce à ce terme de récusation qu'avait proposé de Charmack il y a longtemps, d'abord pour l'amnésie d'identité, puis pour la clinique des jeunes d'aujourd'hui, récusation du transfert, disait-il, récusation de la parole. Et Melman avait beaucoup repris ça pendant quelques années, à pas mal de reprises, sur l'idée que justement, je cite de mémoire un extrait de Melman où il disait que ce à quoi on a affaire aujourd'hui, ce n'est plus un refoulement, une forclusion ou un déni du nom du Père, mais sa récusation. Autrement dit, ajoutait-il, autrement dit, tu es là dans l'autre, on n'en a rien à cirer. C'est-à-dire que la récusation, c'est ça, c'est-à-dire le nom du Père, cette instance de loi symbolique, est reconnue, elle est symbolisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la psychose, justement, on n'est pas dans une forclusion, elle est reconnue, mais en même temps, le sujet s'estime en droit pour des raisons qui tiennent en partie au social d'aujourd'hui et aux conditions familiales que chacun rencontre. Le sujet s'estime aussitôt en droit, non pas d'aller nier ce nom du père, mais de le délégitimer, de le désarmer en quelque sorte. C'est le principe de cette phrase qu'avait proposée Shermak et Melman. Il y a quelqu'un dans l'autre, on n'en a rien à cirer. C'est-à-dire, on le reconnaît, on ne dit pas qu'il n'existe pas, il n'est pas fort clos, il est reconnu psychiquement, mais euh, le sujet s'estime dans le même temps en droit de dire que lui n'a pas l'intention de s'y soumettre, que si son voisin, bon obsessionnel ou bon hystérique, veut s'y soumettre et veut se révolter contre cette instance symbolique, libre à lui. Mais moi, jeune récusateur, j'ai envie de dire, euh, j'estime que cette fonction symbolique, cette fonction de loi, avec tout ce qu'elle implique de carcan, d'asymétrie, de rôle dévolu aux hommes et aux femmes, enfin toutes ces choses dont aujourd'hui globalement on ne veut plus, eh bien, si je récuse cette instance-là, je suis libéré des contraintes et de la castration que le nom du père implique. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est en ça que là non plus, c'est ni mieux ni moins bien qu'avant. Simplement, ce n'est plus dans les cas de récusation du nom du père, ce n'est plus les cas de névrose traditionnelle qui, eux, obsessionnels, hystériques, phobiques, se coltinent le refoulement de leurs désirs au nom du père, au nom de cette instance-là. Ce n'est pas non plus une clinique de la psychose où ce nom du père serait fort clos. Et donc, en réponse à son absence radicale que le psychotique développe soit des délires, soit dans quelques bons cas des suppléances. Mais on est là dans quelque chose de différent. Ce n'est pas non plus déni de la perversion. Il n'y a pas de négation. Ça ne passe pas par la négation. C'est reconnu, mais délégitimé, c'est-à-dire le sujet ne s'estime pas en dette vis-à-vis de cette instance. Et ça crée des sujets à la fois plus libres, en apparence en tout cas, libérés de certaines contraintes, mais qui en découvrent d'autres contraintes qui sont celles de la jouissance, et souvent les cliniciens qui s'intéressent à la nouvelle clinique, je pense à Melman, à Lebrun, à d'autres, disent qu'on est passé d'une clinique du désir à une clinique des jouissances. Et c'est vrai que c'est très manifeste dès lors que l'instance qui venait réguler les jouissances, qui est quand même l'instance dite du nom du Père, on pourrait l'appeler autrement, hein, c'est le concept de Lacan. euh, chez des Freudiens, on retrouve déjà des choses parfois comme ça pour les états limites, mais les états limites ont davantage mis l'accent sur ce qu'ils ont appelé une faiblesse du moi et la nécessité de venir renforcer quelque chose du moi, y compris par identification et analyse, qui, à mon avis, est une dérive dans l'imaginaire qui est problématique. Et je n'aime pas trop parler en termes de déficit, de moi faible ou de moi archaïque. Évidemment, il y en a. Mais il me semble que
Ces névroses de récusation ne sont pas plus graves ou moins graves que les autres, mais elles sont différentes. Voilà, c'est ce que j'essaie un peu de développer dans ce livre. J'en avais déjà parlé un peu dans le précédent, Les Affranchis, mais dans Les Affranchis, j'étais vraiment sur un livre consacré entièrement au problème d'addiction, mais j'avais déjà essayé de montrer comment certaines addictions, pas toutes justement, mais comme certaines addictions étaient liées à la récusation. Et là, dans ce nouveau livre, j'ai essayé de développer davantage les conséquences différentes de ce concept, non seulement les addictions, mais aussi certaines formes modernes, et donc différentes là encore, de dépression, certaines formes différentes d'angoisse, d'angoisse généralisée, et bien sûr toutes ces formes d'errance subjective que l'on voit aujourd'hui, car forcément, si ce qui venait orienter les sujets, et en même temps ce qui venait leur faire leur carcan, hein, on gagne et on perd, comme toujours, ce qui venait les orienter et en même temps faire leur carcan, à savoir le DIP, le nom du père, la castration, etc., dès lors que c'est non pas forclos mais récusé, c'est-à-dire dès lors que le sujet s'en affranchit, pour reprendre le terme de mon précédent livre, dès lors que le sujet s'estime en droit de s'en affranchir, parce que les conditions sociales, familiales, singulières lui autorisent, en tout cas le lui permettent, et bien dès lors qu'il s'est affranchi de ces conditions-là, eh bien il se retrouve dans d'autres types de fonctionnement, et forcément dans une forme assez souvent d'errance subjective qu'on retrouve quasiment toujours dans ce type de cas. Errance subjective, ça me fait penser à ce séminaire de Lacan, les non-dupes R, où Lacan jouait sur les non-dupes R et les non-dupes qui R. Ces sujets, quelque part, ne sont pas dupes du semblant de la métaphore paternelle. C'est bien pour ça qu'ils s'en moquent un peu. Oui, bon, d'accord, c'est limite, ça serait la vie bourgeoise, etc. Et même chez les analystes, d'ailleurs, on entend ce type de discours. Mais du coup, effectivement, dès lors que, on récuse ce repère-là, je ne crois pas qu'on en ait facilement d'autres, sauf, comme a pu le proposer Lacan, à s'autoriser de soi-même. Mais il faut avoir une certaine trempe, hein. Exactement, Thierry, exactement. Je pense que là, vous avez de manière synthétique présenté à la fois votre thèse, l'enveloppe même de l'ouvrage, hein. Je me permets de souligner ce que vous nous avez très brillamment précisé. À travers, je dirais, névrose, psychose, perversion, classiquement, entre guillemets, intégrée d'un point de vue du psychanalyse, de la psychanalyse, vous amenez effectivement en réponse aux états borderline, face à un état subjectif contemporain qui passe aussi, on a évoqué borderline traduit par état limite, mais vous convoquez aussi sur la subjectivité contemporaine la question du MeToo, bien évidemment, vous arrivez effectivement à nous proposer, à partir de votre clinique, dans une forme de praxis, effectivement, quelque chose qui n'est pas simplement des noms, mais des noms NON aussi, qui amènent le sujet à l'errance subjective, l'addiction, la dépression, l'angoisse généralisée. C'est ce dont vous venez de nous Mm. évoquer. Donc ça, c'est des aspects, je dirais, vraiment très, très, très concrets. Il y a également des exemples cliniques que vous évoquez qui permettent effectivement, de ne pas se voiler, j'allais dire les oreilles, de voiler les yeux, ou de ne pas faire semblant de ne pas écouter d'autres approches, d'autres lectures théoriques, Mm. hein. Vous évoquez aussi effectivement cette communauté de psychanalystes, hein. Vous convoquez le mot de disputation sur le fait qu'effectivement nous sommes aussi effectivement dans la diversité et Mm. il y a plusieurs pistes. D'ailleurs, c'est une piste et vous proposez ainsi de réflexion, d'interrogation d'un point de vue clinique. Et donc, nous n'en avons pas rien à cirer de ces cas limites en tant que psychanalyste. Je pourrais le retraduire un petit peu sous cette forme. Maintenant, vous avez choisi, je pense que tout le monde l'a compris dans votre thèse par rapport à cette nouvelle économie psychique, de convoquer les psychoses, la récusation, les psychoses, les névroses, vous voyez, un geste, les Mm. névroses de récusation. Est-ce que vous auriez pu imaginer, parce que vous avez évoqué cette diversité de récusateurs, est-ce que ça aurait pu être inversé? C'est une question un petit peu voilà, pédagogique, parce que c'est un livre qui ne s'adresse pas uniquement aux professionnels d'un côté du cabinet, c'est-à-dire ceux qui écoutent les patients. C'est un livre qui peut se lire aussi pour des patients.
sans pour autant qu'ils cherchent à avoir, je dirais, un diagnostic qui leur permettrait d'avancer. Donc, est-ce qu'il aurait pu être imaginable, c'est peut-être par la négation, c'est effectivement un peu de l'absurde, dans ce stade absurde, mais pour comprendre votre thèse, les récusateurs de la névrose, ou alors les récusateurs de la psychose. Oui, ça aurait pu être imaginable au sens où ce qu'il récuse, c'est ce qui vient justement signer en général la névrose quand c'est symbolisé. Et si c'est récusé, c'est que c'est symbolisé. Donc c'est pas pour moi de la psychose. Donc si c'est récusé, il récuse les conditions de ce qu'aurait fait d'eux des névrosés plus ou moins classiques. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il récuse la psychose, puisque ils ne sont pas dans la psychose, puisque le nom du père n'est pas absent de leur vie psychique. Mais de fait, s'ils le récusent, c'est qu'ils le rencontrent, et donc c'est qu'ils ne sont pas dans la psychose. Alors, est-ce que c'est de la névrose? Je vous avoue que j'ai réfléchi à un nouveau terme, j'en ai Et pas oui, trouvé. Et comme le nom du père est malgré tout présent, il m'a semblé que, faute d'un mot nouveau qui serait déjà le terme de récusation est un peu nouveau, mais proposer autre chose. Perversion n'allait pas non plus, au-delà du fait que c'est un peu connoté, mais surtout c'est lié à un déni de la castration, ce qui n'est pas le cas de la récusation. Il y a même pas besoin d'aller dénier quelque chose dès lors qu'on a pu récuser euh, la castration en question ou la loi symbolique. Si vous avez récusé l'éventuelle nécessité de vous soumettre à quelque chose, il n'y a pas besoin d'avoir recours au déni. Le déni, c'est justement pour échapper à la rencontre de la castration. La récusation est une autre manière de s'en défaire ou de faire avec, d'une certaine manière, ou de faire sans, comme vous voulez. Et dès lors qu'il y a une récusation, il y a plus tellement besoin de déni. Il y a moins de refoulement, parce que le refoulement se fait en partie pour se soumettre aux contraintes symboliques, psychiques. Il y a pas de forclusion a priori chez ces cas-là. Il peut y en avoir, hein, chez des jeunes d'aujourd'hui, évidemment, mais à ce moment-là, ils sont dans des formes de psychose. Éventuellement, il faudrait peut-être faire des recherches sur des formes de psychose différentes des classiques, là aussi, mais c'est pas l'objet de ce livre. Mais il y aura peut-être un jour des collègues. Alors, à la cause freudienne, avec le terme de psychose ordinaire, ils ont une piste qui, à mon avis, a été beaucoup trop développée sur tous les patients un peu justement borderline, mais dans un certain nombre de situations, ce terme, je veux dire, peut avoir un intérêt, franchement, de repérer une forclusion qui n'a pas les conséquences forcément habituelles. Donc pourquoi pas le terme de psychose ordinaire à condition de ne pas en faire le fourre-tout qu'il est, à mon avis, un peu trop devenu, comme pour les états limites. Les névroses de récusation ne visent pas à englober tous les états limites, et encore moins toutes les psychoses ordinaires, hein. Dans les psychoses ordinaires, si vous lisez Malval, par exemple, il y a des cas qui sont manifestement psychotiques, d'autres pour lesquels, puisqu'il présente beaucoup de cas, très bien d'ailleurs, il y a un certain nombre de cas pour lesquels il me semblerait qu'on serait plutôt justement dans une névrose de récusation, alors que pour d'autres, on serait dans une psychose. Donc, les névroses de récusation n'englobent pas tout ce qu'on appelle borderline ou état limite, encore moins tout ce que certains appellent psychose ordinaire. C'est une tentative de décrire et de conceptualiser quand même. C'est en ça que je parlais tout à l'heure du lien entre clinique et théorie. On constate quelque chose cliniquement, mais d'abord, si on l'entend, c'est quand même qu'on a quelques conceptions théoriques qui nous permettent de l'entendre, parce que vous mettez un architecte pendant 8 jours à votre cabinet pour écouter vos patients, il ne va pas forcément entendre ce que vous entendez. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'écoute vierge. On écoute en fonction d'une formation. Donc c'est en ça que je ne suis pas parmi ces quelques analystes qui estiment que ce qui compte, c'est une bonne écoute et puis les concepts, on s'en fout. Je ne crois pas. On n'écoute pas de la même manière selon qu'on soit kleinien, freudien ou lacanien. Rien que ça. Et encore plus selon qu'on soit analyste ou TCCiste, par exemple. Donc, euh, moi, j'ai entendu des choses, des changements cliniques. Et pour y répondre, je me suis aidé de la théorie freudienne, de la théorie lacanienne et de certaines avancées. J'ai parlé de Tchermak, de Mènement, de Jean-Pierre Lebrun, de Colette Soler, qui sont des auteurs que je cite tous dans le livre, et particulièrement Mènement, qui avec la nouvelle économie psychique a quand même
mis le pied à l'étrier de beaucoup, y compris de moi, pour entendre cette clinique. Dans l'homme sans gravité, maintenant, qui ne parle pas de récusation, enfin, il parle de récusation une fois dans l'homme sans gravité, mais c'est pas au centre du livre du tout. Mais le constat de l'homme sans gravité, c'est une nouvelle économie psychique qui est une économie euh, centrée sur l'objet de jouissance et non plus sur le refoulement des désirs. Et Laissons vos futurs lecteurs et pas que collègues lire le livre. Ne dévoilons pas tout, Thierry. oui, On ne veut pas tout dévoiler en 31 minutes. Mais donc, vous avez évoqué Colette Solaire. D'ailleurs, vous la citez trois fois. Je suis très précis parce que je me suis aidé de l'intelligence artificielle pour accompagner votre texte. Et ça m'a fait beaucoup sourire. Donc, je le place l'air de rien parce qu'en fait, effectivement, vous évoquez aussi cette subjectivité du monde technologique dans lequel nous oui, vivons et de quelle manière la psychanalyse, c'est autre chose. Hein. Et vous n'avez pas peur non plus de montrer les différences entre, effectivement, différentes voies et aussi différentes voies contemporaines. Alors, on oui, n'en a pas rien à cirer peut-être du nom du père. Pour d'autres psychanalystes, vous osez l'évoquer, c'est-à-dire effectivement, quand vous parlez de Colette Solaire, vous la citez, elle précise même et vous aidez de son travail sur la question des noms du père et non pas le nom du père. Donc ça ne peut nous apparaître très théorique, mais c'est aussi très important parce que ce nom du père, c'est comme le phallus, pour les noms initiés, allons-y, pour le monde initié, c'est pas tout à fait l'organe génital et les noms du père et le nom du père, c'est pas tout à fait ce qu'on en entend. oui, Et donc vous précisez aussi, est-ce que l'on peut perdurer avec la psychanalyse au XXIe siècle sans cette symbolisation, puisque certaines personnes n'en ont plus rien à cirer. Vous le dites également, hein, par rapport à non pas notre communauté qui serait une et tout le monde serait d'accord sur cette parole. La parole, oui, la théorie, oui, et surtout, nous sommes poussés dans nos cabinets par nos patients mêmes. Hein, ça, c'est très oui, important. oui, oui. C'est ça, je crois, depuis Freud, en passant par Lacan et d'autres psychanalystes, voilà, sans se laisser pousser du col, qui nous porte à avoir cette idée de transmission, alors que la psychanalyse est intransmissible. Alors, est-ce que c'est une réponse ou un questionnement? J'ai plutôt l'intuition et j'ai envie de vous dire, Thierry, c'est un questionnement plutôt que des réponses définitives. Hein. C'est Oui, elle qui met au travail. oui, oui. Moi, je propose, par exemple, dans le livre, quatre formes de ce que j'ai appelé névrose de l'accusation, tout en laissant l'hypothèse qu'on a peut-être une cinquième que pour l'instant je n'aurais pas repérée, Hmm. et tout en laissant également l'autre hypothèse, qui est de dire que parmi les pathologies plus contemporaines, ou les fonctionnements psychiques, pathologie c'est presque déjà un peu péjoratif, dans les fonctionnements psychiques de nos contemporains, il y a peut-être encore d'autres types de fonctionnements qui ne seraient ni les névroses classiques, ni les psychoses classiques, ni les névroses de récusation, ni ce qu'on appelle borderlines éventuellement, et qui ne sont pas encore repérés. Je crois que on est loin d'avoir tout dit dans la psychanalyse. Et là aussi, il y a deux écueils, j'ai envie de dire, et qui sont tous les deux, à mon avis, à éviter. Le premier écueil, c'est de ne pas vouloir quitter soit Freud, soit Lacan, soit les deux, et que donc tout ce qui n'a pas été dit ou écrit chez Freud ou Lacan, ou Mélanie Klein, ou qui vous voudrez, pourquoi pas Jung pour les Jungiens, peu importe la rigueur, mais que du coup, eh ben, si c'est pas chez Lacan, eh ben, si on est lacanien, on ne peut pas parler, par exemple, d'état limite parce que Lacan n'en parlait pas, par exemple. Bon, ou de récusation du nom du père, on va me dire, c'est pas chez Lacan. Oui, c'est pas chez Lacan, puisque d'abord, je pense qu'à son époque, ce type de cas était beaucoup plus rare, et puis que, il est parti sur d'autres idées. Je pense que ses recherches en topologie allaient déjà un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire d'un nouage qui ne serait pas tout à fait le nouage de la névrose. Mais donc, le premier écueil, c'est de ne pas vouloir s'écarter d'un millimètre de Freud et de Lacan et de les réciter jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est un écueil qui me semble compliqué et malvenu. L'autre écueil serait, j'oserais pas de récuser Freud et Lacan, mais de vouloir un peu trop vite s'en passer et de dire que bah, c'est dépassé, Freud, c'est 1900, 1910, 1920, même Lacan, c'est les années 60, c'est fini. Aujourd'hui, c'est différent. Et comme certains analystes peuvent le dire, et j'en cite même dans mon livre, éventuellement, maintenant, le nom du père, le phallus, tout ça, c'est fini. C'est des vieux trucs, c'est des vieux concepts du patriarcat analytique de l'époque. Et donc, les deux écueils, c'est, je dirais, c'est scotché à Freud et à Lacan
ou alors de les rejeter et de les remplacer, pourquoi pas par Foucault et je ne sais pas, Judith Butler et qui vous voudrez encore. Et moi, l'un des buts de mon livre, c'est de montrer qu'il y a, j'ai envie de dire, une troisième voie, hein, qui est de se servir de Freud, de Lacan et d'autres, de qui vous voudrez, j'ai envie de dire, de sérieux, et en même temps de ne pas rester scotché au fait que, bah oui, du temps de Freud, enfin, imaginez la Vienne de 1890, 1900, 1910, le statut du père, le statut de la mère, le statut de l'homme, de la femme, de la sexualité n'avaient rien à voir. Rien à voir. Et pourtant, Freud, dans un article de 33, un interview de 1933 que je cite dans le livre, Freud déjà noté, c'est incroyable d'ailleurs, Freud déjà, donc déjà en 33, 32 ou 33, je sais plus, Freud notait dans un interview que suite à la Première Guerre mondiale, qui avait eu quand même des effets de toutes sortes et assez catastrophiques, il y avait eu une certaine levée des interdictions liées à la sexualité, un certain ras-le-bol, bah, justement, du sacrifice au nom du père, quoi, hein. Le père allemand, le père français, le religieux, etc. Et Freud déjà notait que ça allait donner forme à de nouveaux types de névroses. Alors évidemment, il n'en a pas vraiment conceptualisé, même si dans la toute fin, dans l'abrégé, il y a quelques pistes sur le clivage du moi qui vont un peu dans ce sens-là, qui sont repris par les post-freudiens qui parlent d'état limite. Lacan lui-même a parlé de la vieille clinique en parlant de la névrose obsessionnelle et de l'hystérie. C'est passé comme s'il disait rien, alors que, pareil, la vieille clinique concernant la clinique du quotidien, c'était pas rien. Et dans les derniers temps de son enseignement, c'est-à-dire les années consacrées aux neuroboroméens, on voit bien que sa recherche n'était plus de savoir obsessionnel, hystérique, quel type de refoulement. Il était déjà dans autre chose, et déjà quelque part dans une clinique des jouissances, puisque le neuroboroméen, c'est une histoire de jouissance. Alors, vous évoquez dans votre livre, pourquoi pas d'autres pratiques. Il y a plein de pratiques pour se faire du bien. Pourquoi pas la relaxation, la psychanalyse, c'est autre chose. J'allais dire mentaliste parce qu'en fait, j'allais vous proposer, parce que vous le savez mieux que moi, que nous serions passés, en vous paraphrasant, d'une clinique du désir à une clinique de la jouissance. Vous venez de l'évoquer juste à l'instant, Thierry. Donc, Mhm. effectivement, je pense que la principale de votre livre a été dit. J'aurais bien aimé sur la question de la topologie nodale à titre personnel qu'on puisse développer plus longtemps, mais nous avons acté nos plus de 31 minutes. Moi, je tiens à vous remercier parce que c'est aussi une prise de risque. Hein. Souvent, les psychanalystes, prise de risque au sens où effectivement, c'est une mise au travail convoquée par votre clinique même pour Ouais, en donner une réponse. Hein. Et ouais. quand j'évoque en soulignant ce que vous venez de nous dire, peut-être sommes-nous passés d'une clinique du désir à une clinique de la jouissance. Ça ne veut pas dire que quand vous recevez un patient, vous allez lui parler de jouissance, bien évidemment. Non, bien sûr. Et j'insiste quand même pour dire, je l'écris dans le livre, qu'on a Oui, toujours des obsessionnels, des hystériques, entre guillemets, classiques, selon les conditions singulières de chacun dans son histoire, même si le social d'aujourd'hui pousse davantage à la récusation qu'à 50 ans, ça c'est clair, mais évidemment, on a toujours et des schizophrènes, et des obsessionnels, et toutes les structures qu'on connaît. Simplement, on trouve deux types de patients, et qui ne sont pas plus graves ou moins graves, ils sont différents, et parfois ils peuvent même faire envie par une certaine liberté qu'ils ont par rapport à des névrosés plus classiques. Donc, j'essaie de rendre compte et de proposer une conceptualisation possible et puis aussi quelques pistes sur comment est-ce que dans le transfert, l'analyse peut se positionner, car évidemment, dans le déroulement de la cure, mais là on n'a pas le temps d'en parler, mais dans le déroulement de la cure, c'est aussi des choses qui deviennent un peu différentes, puisque on ne dirige pas une cure de la même manière avec un psychotique et un névrosé, mais avec une névrose de récusation, là aussi, ça demande un peu de tact et d'adaptation, probablement, comme on le fait pour chaque cas, ceci dit, hein. exactement. Et chaque cas est toujours différent, comme chaque psychanalyste. Merci beaucoup, Thierry. Ce que Ah, j'espère, merci c'est Franck. que ça va susciter effectivement un échange, pas par écran, mais peut-être aussi en présence, que ce Ouais, soit effectivement grâce à la maison d'édition RS qui publie l'ouvrage, ou simplement les deux associations dont vous faites partie,
ou même d'autres écoles, d'autres communautés. On n'a pas eu l'occasion, et ça me semble important de le citer également, vous convoquez quelqu'un qui a fait beaucoup pour la psychanalyse dans sa longévité, si je puis dire, c'est Mustapha Safwan, hein, Mhm. évidemment sur la question de l'Oedipe. Voilà. Eh ben, il me reste à attendre votre troisième ouvrage. Voilà. On attend un peu, on attend un peu. Je pense que déjà, il y a déjà de l'après-coup sur celui-ci. Oui. Voilà. Et donc, je vais couper. Nous pourrons poursuivre quelques minutes Merci Franck en tout cas. pour Merci, cet échange. merci.